José Madon, Jean Lopez. Il est annoncé présent, pas là encore. Philippe Pinot, stop. Alors, Dominique Lefer, suppléant, on place Monsieur Lopez. Philippe Pinot, Pascal Schneider. On va attendre, il est annoncé comme présent. Hervé Tillard, excusé, remplacé par Marie-Laure Ségel. Denis Zimmermann, pas encore arrivé. C'est pas loin notre maison pour le moment. Ah, c'est Richard Ménil, c'est plus loin, c'est plus compliqué. Bassin pour Mousson. Bernard Bourté. Bernard Bertel, excusé. Fabrice César. Laurence Ferrero. Pardon. Noël Guérard. Henri Lemoine. Henri Poisson. Pascal Flory. Présent. Francis Grandbeau. Dominique Rouby. Pays du Saint-Ouen, Sébastien Davillé. Présent. Jérôme Klein. Dominique Lemoine. Présent. Augustin Leclerc. Jean-Christophe Leclerc. Sanon, Jacques Lavoine. René Wagner. Métropole du Grand Nancy, Pierre Boileau. Alain Boulanger. Pardon, Alain, je n'avais pas vu la main se lever. Michel Breuil. Henri Chanu. Christophe Chosereau, excusez. Éric Dacuna. Valérie Debord. Anne-Sophie Didelot. Patrice Donati. Hervé Ferron. Stéphanie Gruet. Stéphane Ablot. Patrick Atzig. Jean-François Husson, excusez. Pascal Jacquemin. Chêne Esquiboni. Mathieu Klein. Bertrand Kling. Isabelle Lucas. Charlotte Marel. Bertrand Masson. Vincent Matron. Marc Augier. Cyril Perrault. Maurizio Petronio. Nadine Piboul. Laurent Vatrin. François Werner. Aurélie Mas. Dans les suppléants, y a-t-il des suppléants? Alors, je vais quand même tous les citer. Martine Beaucoul. Sylvie Collin. Jean-Pierre Dessin. Michel Fic. Bernard Girsch. Antoine Le Soleul. Delphine Michel. Romain Miron. Anne Bucher. Territoire de Lunéville à Baccarat. Jacques Derennes. Ludivine Géant. Christian Gex. Oui, présent. Jacques Lamblin. Présent. Bruno Minutiello. Mathieu Tigiel. Benoît Talot. Présent. Dans les suppléants, Christian Ferneau. Laurie Jochot Duplessis. Catherine Loy. Nord-Portail-Moselle. Philippe Daniel. Présent. Jean-Marie Gassman. Olivier Martet. Oui. Suppléant Bruno Dujardin. Edmond Matisse. Bruno Dujardin est là. Pardon, j'ai cité tout. Seyd Grand Couronné. Anthony Caps. Présent. Yannick Fagorulva. Claude Thomas. Excusez. Dans les suppléants, il y a quelqu'un. Franck Guidler. Nicolas Lullier. Bassin de Pompée. Audi Bégorner. Valentin Detout. Présent. Sébastien Dosé. Présent. Dominique Grandieu. Présent. Ludovic Légéry. Présent. Denis Machado. Laurent Koblick. Présent. Dans les suppléants, Denis Godefroy. Présent. Pierre Julien. Sébastien Point. Terre-Touloise. Raphaël Arnoux. Georges Bocanegra. Fabrice Chartreux, excusé. Jean-Pierre Coutou, excusé.
Adarmand. Présent. Philippe Henbert. Denis Picard. Présent. Suppléant, Olivier Ayol. Ah non. Philippe Monaldeschi. Elisabeth Porson. Colombe Sud Toulouse, Denis Kieffer. Philippe Parmentier. Présent. Suppléant Jean-Pierre Calais, Alain Godard, présent. Vezous-en-Clément, Arnaud Philippe. Présent. Philippe Collin. Présent. Bernard Buller. Pouvoir. À toi, hein, Philippe. Frédéric Maillot, Éric Taverne. Salut à moi, Luc Bassinger, excusé. David Fischer, excusé. Jean-François Guillaume. Stéphane Lejeune. Christophe Avarin. Suppléant, Bernard Leheux. Florence Picard. Yvon Vallès. Christophe Avarin est excusé. Merci, le quorum est atteint. Je vous remercie pour votre présence. Comme vous le savez, nous sommes tenus par la loi d'organiser 2 réunions successives, l'une sur les débats d'orientation budgétaire, l'autre sur le budget. Effectivement, des structures comme les nôtres, on aurait pu commencer les 2 sur une seule réunion, mais c'est ainsi. Et donc, nous allons profiter de ces 2 réunions, pour lesquelles nous nous engageons à vous libérer à 11 heures ou plus tard, comme vous l'avez souhaité dans le fonctionnement d'origine, d'aborder aujourd'hui, bien entendu, le débat d'orientation budgétaire, qui sera l'occasion de faire le point sur l'ensemble des travaux en cours. Je veux dire à ce sujet-là que je mesure, compte tenu de l'ambition que nous avons affichée dans les 2 premiers conseils syndicaux, l'ampleur du travail pour mes collègues vice-présidents, vice-présidentes. Je remercie d'être sur le pont quotidiennement ou hebdomadairement sur tous ces sujets, avec bien entendu la révision du SCOT, la partie la plus visible de nos travaux actuels, mais aussi les autres chantiers qui ont fortement démarré. Je veux remercier toutes vos intercommunalités de mandater des représentants dans les 4 commissions, parce que c'est là que se forgent globalement et progressivement nos orientations pour les années à venir. On a prévu un rythme assez soutenu jusqu'au 10 avril prochain, où dans la 2e réunion budgétaire, où nous présenterons le budget, dont vous aurez les quasi-chiffres aujourd'hui, hein, entre un DOB et un budget d'une structure comme la nôtre, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et donc, nous avons choisi plutôt de vous détailler aujourd'hui le débat d'orientation budgétaire, les lignes budgétaires, passer moins de temps au budget la prochaine fois, et être sur le fond, la feuille de route que nous aurons terminé d'élaborer avec 5 réunions de la coopérative des 13 présidents, dont la dernière a lieu la semaine prochaine, et qui aura permis successivement d'aborder les questions du SCOT, les questions des mobilités, les questions des transitions et les questions de l'économie. Nous arrivons, je trouve, je pense, vous en jugerez le 10 avril, à des orientations à la fois très stratégiques pour nos territoires et à la fois raisonnées, mesurées. Et on n'essaie pas de rêver la lune et de se faire des projets qu'on n'arrive pas à conduire. On va essayer de profiter de la confiance que vous nous faites et que vous vous faites entre vous, qui est quand même, pour les observateurs, quelque chose de non pas d'historique, mais en tout cas de remarquable en ce moment, où on a une capacité à penser en commun entre les 13 intercos sans être dans les regards en chien de faïence ou les préventions excessives, et tous tourner vers un destin commun sur le territoire qu'on s'invite à construire ensemble. On aura besoin de tous, on a besoin aussi de prendre en compte les spécificités de chacun, et donc on doit regarder les remarques ou les demandes de chacun, non pas avec, en soufflant, en disant qu'est-ce qu'il manque encore, mais plutôt, il représente son territoire et il est logique, légitime, qu'il défende les points de vue de son territoire. À l'inverse, on va demander à chacun de faire des efforts pour combiner nos stratégies respectives. On est tous en train d'élaborer nos projets de mandat aussi, en parallèle, et donc de mettre en concordance nos projets de mandat avec la visée commune.
C'est un exercice compliqué entre des secteurs aussi différents que la métropole, le périurbain, le rural, mais on a de gros enjeux qu'on peut réussir sur les 4 volets qu'on a choisi de travailler. Et il me semble aujourd'hui, encore une fois dans la feuille de route qu'on présentera le 10 avril, qu'on a des éléments pour accélérer la convergence et la cohérence entre nos territoires au bénéfice de tous. Encore une fois, on n'est pas dans une logique bancaire, mon cher Pierre, où on met de l'argent et on regarde ce qui retombe sur son propre territoire au pied à coulisses, mais on est sur une logique où on investit en commun et on fait le pari que toutes les retombées bénéficieront à chacun. Un peu le même discours que ce que l'on tient dans nos intercommunalités à nos maires respectifs lorsqu'ils se demandent à quoi sert l'intercommunalité. Donc, on a besoin de faire ce travail de convergence. On a tenu beaucoup de réunions. On a une équipe assez restreinte. On va un tout petit peu étoffer, vous le verrez tout à l'heure, pour nous accompagner sur les sujets qu'on a ambitionnés ensemble. Mais on va surtout s'appuyer aussi sur les combinaisons, c'est le dernier point que je voulais évoquer avec vous, entre nos équipes respectives. Il est essentiel que nos équipes techniques travaillent ensemble, nos équipes administratives, sur chacun des sujets dans la ligne qu'on porte ensemble. Ce n'est pas l'équipe de la multipole, ni même de la métropole, qui pourra porter seule les ambitions qu'on affiche. Et on fait en sorte d'avoir les mêmes convergences et cohérences entre les équipes techniques que celles que nous témoignons ensemble au quotidien autour des présidents de commission et vice-présidents. Aujourd'hui, donc, le débat d'orientation budgétaire. On fera un point d'information, évidemment, sur la révision du SCOT, pour que vous ayez bien le bon timing et que vous participiez aux bons endroits pour que votre territoire ne se réveille pas après coup à se dire on n'a pas les... Pardon, vous m'entendez plus, c'est ça? Pardon, merci. Pour que vous ne vous réveillez pas trop tard à vous dire tiens, notre territoire n'est pas assez pris en compte, nos spécificités ne sont pas assez prises en compte. Donc le rythme là aussi est assez serré, et je sais que vous êtes en début de mandat et en plus en période budgétaire, c'est compliqué de tout suivre, mais s'ouvrent à partir de mardi des ateliers participatifs, Odile et Philippe nous en parleront. Il est essentiel que vos territoires soient très présents dans ces ateliers, c'est là qu'on va structurer les orientations de la révision du SCOT. On fera un point d'information sur les autres avancements des autres thématiques, et puis un point sur les ressources humaines qu'il est nécessaire que nous fassions pour un certain nombre de délibérations. Et vous aurez enfin les délibérations prises par le bureau en vertu des délégations que vous lui avez conférées. Voilà, débat d'orientation budgétaire. Je vous propose donc d'introduire ce débat d'orientation budgétaire. On est dans une année transitoire. On a reconstitué la multipole au mois de septembre-octobre. On est dans la logique de la construction d'un projet de mandat. La feuille de route ne sera produite qu'en avril et nous allons la décliner en plan d'action en juillet dans le conseil syndical d'avant-été. Aujourd'hui, nous présentons des orientations budgétaires qui permettent juste, entre guillemets, d'accompagner la révision du SCOT et de structurer toutes les réflexions qui sont en train de démarrer. Le débat d'orientation budgétaire de l'année prochaine sera forcément davantage pluriannuel, puisqu'il s'appuiera sur la feuille de route pour tracer, avec les moyens qu'on décidera ensemble, la manière d'accompagner, d'orchestrer les différents projets qu'on aura lancés. Il y a des gros projets qui sont sur les rails, la France du développement économique en est un, il y en a d'autres autour des mobilités, autour des transitions, autour du SCOT, et il faudra évidemment qu'on décide des moyens qu'on lui a. Aujourd'hui, nous vous présentons un débat d'orientation budgétaire de transition, avec quelques renforts ici ou là, mais dans le cadre de budget qui est encore large, c'est-à-dire dont les recettes sont supérieures aux moyens qu'on utilise pour l'instant, parce qu'on se donne les moyens, on se réserve les moyens de monter le curseur les années prochaines, donc on va être encore très vigilant sur l'utilisation de ces recettes. Voilà, je passe la parole à Pierre Boileau. Pardon. Oh, pardon, merci, monsieur. J'ai oublié la désignation de secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance pour cette séance du conseil syndical de ce matin?
Allez, alors il y en a même deux. Allez, Philippe. Philippe et Eddie Léconnière. Merci, Philippe. Pardon, tu m'as dit. J'ai oublié le premier point. C'était vite, j'étais encore dans l'introduction, je vais trouver une excuse. Ok. Et donc, j'allais justement vous demander, avant de passer la parole à Pierre pour la suite du débat d'orientation budgétaire, l'approbation du compte-rendu du dernier conseil syndical que vous avez lu. Qui s'oppose à ce compte-rendu du dernier conseil syndical? Qui s'abstient? Merci de cette approbation. Je vais donc passer la parole successivement au vice-président. Nous avons conçu la présentation du débat d'orientation budgétaire comme une présentation en même temps des projets, évidemment, de cette année et de ce que nous souhaitons porter les uns et les autres dans ce projet. Et donc, je vais passer plutôt la parole à Odile et ou Philippe. Qui commence? C'est Odile ou Philippe? Ah non, c'est l'un ou l'autre, puisque vous répartissez entre ça. C'est Odile, à l'unanimité. Je passe la parole à Odile Legorner sur la présentation des orientations budgétaires en matière d'aménagement et du sport. Tu vas passer la parole à Philippe, c'est ça? Non, on va essayer de s'en sortir. On va faire presque un mixte entre notre première partie et notre deuxième partie de présentation. Je pense que ça sera un peu plus simple et ça évitera les redondances. Je sais pas ce que tu en penses, mais on ira plus vite. Vous le savez, on a une révision du SCOT où on s'est donné un rythme important. Nous sommes tous conscients qu'effectivement, on vous propose des dates, des fois des webinaires 2 fois par semaine. On ne pourra pas tenir le calendrier qu'on s'est fixé ensemble, c'est-à-dire d'avoir les premiers débats dès juillet 2021 sur le plan stratégique d'aménagement et une approbation du SCOT pour 2023 si on n'arrive pas à tenir ce calendrier tous ensemble. Donc on le rappelle, ce SCOT, on le veut le plus participatif possible. Ça ne tombe pas sur les épaules, vos seules épaules de conseillers syndicaux. Ça repose bien sur la totalité des élus du territoire. Et plus vous nous aiderez en fait à faire participer un maximum de personnes aux différents ateliers, plus on arrivera à tenir compte des orientations de chaque territoire et plus on arrivera aussi à co-construire ce futur document en adéquation avec les nouvelles orientations, en particulier de changement climatique, où à un moment donné, c'est bien l'orientation qu'on s'est posée et qu'on s'est donnée ensemble dans ce futur schéma de cohérence territoriale. Il est important de vraiment faire participer au maximum jusqu'aux citoyens. Ce n'est pas uniquement non plus un débat d'élus, c'est aussi la compréhension qu'aujourd'hui, notre monde change profondément dans ses habitudes de vie, dans ses habitudes de mobilité, dans ses habitudes liées à l'alimentation, dans ses habitudes de lien avec l'énergie. Et on a absolument besoin, à un moment donné, de nous aider nous-mêmes en tant qu'élus à prendre en compte en fait ces différents modes de vie différents de ceux dont on a l'habitude. Et c'est bien par l'aménagement du territoire, à un moment donné, qu'on arrivera à coller aux besoins de nos habitants. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, y compris dans le débat d'orientation budgétaire, vous avez les chiffres sous les yeux, on a besoin de se faire accompagner, on ne peut pas le faire seul. Évidemment, par l'accompagnement de l'agence Scalen, qui est un partenaire historique dans l'élaboration de notre SCOT, mais également à travers un bureau d'études plus spécialisé sur les problématiques environnementaux qui deviennent vraiment le cœur, on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler avec le préfet, pour devenir éventuellement un territoire un peu, on va dire, expérimentateur, en tout cas, de l'ensemble des obligations qui sont en train de voir le jour et de comment on va pouvoir véritablement s'assurer de mettre en œuvre sans d'avoir l'impression en fait qu'on arrête l'aménagement de notre territoire.
Voilà, et puis évidemment un cabinet juridique où il y a un certain nombre d'éléments. Globalement, on va rajouter d'autres choses. Non. Juste rappeler que. Je vais juste rappeler effectivement les enjeux qui sont les nôtres, mais au démarrage, quand on avait établi la méthode, s'appuyer sur les agences, chez nous, c'était pour nous évidemment le réflexe premier. Le temps, on a travaillé ensemble depuis ces nombreuses années, et ce qui est certain, c'est qu'on fait des paris, en tout cas, traduit évidemment dans les chiffres sur la méthode. On aurait pu s'appuyer uniquement sur nos agences, que ce soit Scanner ou en l'occurrence DTN pour le développement économique, mais pour le coup, on a bien tenté quelque chose, quelque chose se traduit dans les chiffres. Vous voyez, l'outil carte débat, c'est 20 000 €. C'est celui-là dont on espère en tout cas pouvoir récupérer du sel et du poivre, un peu de plus-value par rapport au classique qu'on utilise régulièrement. Donc, ça, c'est un enjeu, on verra bien ce que ça donne. Et puis, sur le reste, évidemment, l'appui juridique, la com, un cabinet spécialisé sur la partie environnementale, c'est d'évidence. Mais vraiment, cet outil de carte débat, on n'en sait rien en fait. Pour être très clair, on n'en sait rien, mais on a envie vraiment de l'essayer, permettre en tout cas à chaque fois une participation la plus large possible, avec évidemment les habitants, mais on n'est pas non plus complètement naïf, on se doute bien qu'on ne va pas avoir une manifestation gigantesque autour de cette participation, mais ce qui est déjà pertinent, c'est de voir que, contrairement à la première rédaction, et il y a quelques anciens comme moi qui participaient déjà, c'est de voir que des maires s'intéressent à ce débat. On a peut-être la question de l'outil informatique, la plus-value des contraintes, le fait de pouvoir organiser finalement des sessions en visio permet à tout à chacun de pouvoir se connecter et mieux encore de pouvoir s'exprimer. C'est le fameux petit machin de discussion que tout le monde connaît. Là. On a eu des expressions de maires dont on sait pertinemment que dans un schéma classique de grandes assemblées, de grandes réunions où les spécialistes de la spécialité prennent la parole très longtemps, à la fin, il n'y a pas d'expression. Là, par contre, c'était pertinent de voir que des maires de villes et de villages pouvaient s'exprimer parce qu'il y avait le filtre, j'allais dire, de l'informatique, et ça, c'était pertinent. Donc, on va tester, ce qui fait que on vous a distribué, je pense, la plaquette de distribution qui est au-delà d'être jolie et assez complète, et puis des affiches. Ce qui est certain, c'est que on peut mettre toujours autant d'argent en matière de communication, avoir le meilleur cabinet de com qui nous accompagne. Si on n'a pas les relais, ça ne marche pas. Et les relais, c'est évidemment le premier filtre de l'interco, mais surtout, et c'est ça qui est important, c'est que si les intercos sont des vrais couloirs de transmission et qu'on retrouve ces affiches dans nos mairies, et ben à ce moment-là, peut-être qu'on aura un habitant ici, un habitant là, qui osera venir se connecter, osera émettre sur des lignes un avis qui sera évidemment regardé avec beaucoup d'acuité. Et c'est ça le message, en tout cas, au-delà du DOB. Le DOB, c'est 20 000. Mais le message, c'est vraiment celui-là. Soyons les relais partout, dans nos conseils communautaires, faisons passer les messages, transmettons les documents à toutes nos mairies, assurons-nous que ces affiches sont bien visibles pour les uns et pour les autres, et puis on verra ce que ça donne en matière de bilan. Voilà sur la partie carte débat. Le rang est assez bien fait. C'est assez compréhensible a priori, je vois que vous la lisez en même temps. Voilà, donc on espère que ça pourra marcher, mais je le redis, c'est un pari et on verra le bilan à la fin. Peut-être sur le CAUE, quelques mots. Effectivement, on a aussi la poursuite de l'action avec le CAUE. Vous savez qu'il y a un jeu qui a été envoyé à l'ensemble des collectivités, donc des EPCI, et c'est comment on peut faire vivre aussi le débat à travers ce jeu d'aménagement qui permet de découvrir en fait que l'aménagement ça peut être ludique et c'est pas uniquement
la pression en fait de certains professionnels, mais au contraire, on a bien en tant qu'élu la main sur l'aménagement de son village, de sa ville, de son quartier. Donc c'est aussi important de poursuivre ce travail avec le CAE. Merci à tous les deux. Je vous propose qu'on vérifie s'il y a des questions ou des remarques des uns ou des autres sur chacune des parties, puisqu'on va aborder les 5 parties successivement thématiques dans ce débat d'orientation budgétaire, et plutôt que vous d'en asséner à la suite sans pause, je préfère vérifier si vous avez des remarques sur tout ce processus de révision de SCOT avec ces nombreuses occasions de participer, mais aussi de nombreuses sollicitations, on en est conscient. Comment vous vivez ça depuis votre interco et quelles propositions vous avez éventuellement à faire en complément? Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Est-ce que ça mord? Est-ce que les membres, vous arrivez à mobiliser vos vice-présidents, vos conseillers communautaires, vos maires? Peut-être là-dessus. Vas-y, je t'en prie. Prends les lingettes, s'il te plaît. On l'a plus avant la fin du truc. Hein. Ah oui, mais si vous passez le micro, on échangeait au moment du café sur les inscriptions. Là, encore une fois, c'est important que chaque territoire soit représenté. Ça, c'est l'évidence. Ça n'est pas obligatoirement tout le temps. Donc, veillez, vraiment, c'est un sujet important et ça prend. Mardi, on attaque le premier temps de travail en atelier. On est aujourd'hui peut-être comme ça à peu près 50. Entre les visios et les présentiels, on est à peu près 50. Ça veut dire que ça démarre, ça marche et c'est plutôt intéressant. Rarement on s'est retrouvé en groupe de travail à 50 si on était tous en présentiel, alors on était ça à 15. Donc, veillez bien à ce que chaque territoire soit bien représenté, ou alors même chaque maire qui pourrait avoir un enjeu, un propos à tenir dans ces réunions-là. Assurons-nous collectivement que les personnes sont bien présentes et que la parole elle soit bien portée. C'est important de dire que ce n'est pas obligatoirement. On avait le risque de se retrouver à 8-9 spécialistes toujours là qui estiment qu'ils sont les meilleurs pour nous, d'ailleurs. Mais là, on est déjà 50 pour mardi. C'est pas inintéressant de commencer à travailler à des échelles plus larges où l'expression des uns et des autres peut être entendue. Je tenais vraiment à le souligner. Merci Philippe. Et quand tu dis assurons-nous qu'il est présent et rassurez-les sur le fait qu'il n'y a pas à être spécialiste. On est là juste pour parler de sa commune, de son territoire, et on n'est pas obligé d'avoir une parole non plus représentative, c'est-à-dire d'avoir validé déjà dans son conseil communautaire les paroles. Le but, c'est vraiment, dans cette phase participative, l'expression. Et peut-être que c'est le moment, puisque nous sommes en période budgétaire. Nous avons tous, dans les structures, emboîté les unes dans les autres, des tas de réunions de tous les côtés en tant que président, vice-président. C'est peut-être le moment d'envoyer des gens qui ne sont pas souvent dans les instances et qui peuvent porter une parole intéressante sur leur vision de l'occupation en milieu rural, en bourg-centre, en ville, en quartier, etc. Donc pensez à envoyer des gens qui ne sont peut-être pas forcément les conventionnels, si je puis dire, mais justement qui vont avoir un point de vue peut-être plus décalé que nos points de vue habitués entre nous et grands États. Tout de suite derrière. Et en particulier à jeudi 18, puisque là, par contre, si on est 50 mardi, on est à peine moins 10 jeudi. Et c'est dommage parce que ça concerne les commerces, les services. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte que là, il n'y a pas grand monde. Là aussi, si vous avez des élus qui sont plus représentatifs de ce domaine d'intervention, envoyez-les pour que ce soit aussi porté et qu'on ait la contradiction dans ces ateliers pour essayer de trouver la bonne voie. Philippe? Non. La question de fermeture d'école. Oui. Schéma scolaire d'actualité en ce moment, comme de manière récurrente chaque année. Ces questions-là vont être abordées. Enfin, voilà. Reprenez bien les thématiques et essayez de repérer dans vos équipes celles et ceux de vos, y compris membres de commission, parfois envoyer des conseillers communautaires quand même, mais qui soient les plus percutants possibles sur le sujet en question, même s'ils ne sont pas forcément des vice-présidents. Allez-y, oui. Juste une petite difficulté, c'est que c'est tout en pleine journée, quoi. Donc c'est difficile de mobiliser les gens aussi en pleine journée. Là, c'est clair et net. Alors, c'est le problème d'avoir souhaité les faire en présentiel, distanciel.
et que voilà, le couvre-feu, le présentiel est compliqué après 18 heures. Donc, puisqu'on ne s'adresse pas à aux instances habituelles, donc voilà, on a choisi ce mode mixte, présentiel, distanciel, en espérant que ça. Mais vous avez raison. La participation est compliquée en ce moment, dans nos territoires aussi. On vient chez nous de décaler toute la stratégie de concertation, projet de territoire, parce que ça devient difficile de mobiliser les gens au bon horaire. Vous avez raison. Voilà, il y aura un retour, deuxième série d'ateliers à l'automne, on espérera pouvoir les faire à des horaires intelligents. D'autres remarques sur Scott aménagement dans le débat? Merci. Donc, je vous propose de passer à la partie développement économique que je vais assurer, puisque nos deux vice-présidents sont absents ce matin, Camille Chartreux et Claude Thomas. D'abord, tout un travail autour des tiers-lieux. Vous avez, j'espère, pris connaissance de l'étude sur les tiers-lieux très intéressante qui a été conduite sur l'ensemble du territoire. Elle se poursuit en 2021, où on a sollicité récemment toutes vos intercommunalités pour aller plus loin dans l'affinage des propositions, des projets émergents sur toute la logique tiers-lieu. On sait que ça fait partie des enjeux dans beaucoup de territoires, des nouveaux modes de vie de demain, et des nouveaux modes d'organisation du travail, des projets de la cogitation collective, et que si on n'est pas présent sur l'émergence et la structuration de ces tiers-lieux, on va rater un élément de réponse aux besoins et aux souhaits de nos habitants, avec la nécessité encore plus que dans d'autres domaines de coordonner. On sait qu'il y a des endroits où on peut faire de communauté de communes à communauté de communes, deux tiers-lieux qui vont être malheureusement voisins de quelques kilomètres parce qu'ils sont tous les deux tout près de la limite administrative des deux communautés de communes et qui vont se concurrencer. Et peut-être qu'on va faire provoquer involontairement des trous ailleurs. Donc l'objectif est aussi d'organiser, de mailler le territoire en termes de tiers-lieux. On doit aboutir dans cette deuxième partie d'étude à une forme de plan de développement et de consolidation du réseau des tiers-lieux, les faire se parler ensemble et bien entendu que la future agence de développement économique aura un rôle aussi dans l'articulation et l'animation de ces tiers-lieux. Donc on a un prévisionnel de dépenses pour la fin de cette mission de 30 000 €. Je me fais le porte-parole de mon président Claude Thomas pour dire qu'il y a là une richesse extrêmement forte de développement et d'adaptation de notre structure d'accueil des gens et de lieux tiers, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, pour mailler notre territoire ainsi, au moins à l'échelle de chaque interco et en plusieurs points si possible de chaque intercommunalité, puisqu'on est aujourd'hui à une cinquantaine de points potentiels sur l'ensemble du territoire qui pourraient ou qui sont déjà des tiers-lieux, qui pourraient devenir ou qui sont déjà des tiers-lieux. La création de l'agence de développement économique, donc vous avez suivi le groupe de travail se réunit régulièrement. Vous y mandatez des représentants. Je pense que vos représentants vous font le point. C'est souvent d'ailleurs les présidents ou vice-présidents des intercos qui sont présents. C'est un enjeu énorme. On l'a évoqué ici les fois passées. On a eu des échanges et on a informé la région, le président de l'émergence de cette agence. On a eu retour de Jean Rotner sur son satisfaction de cette organisation en agence à l'échelle de la multipole et des 13 territoires. On aura discuté, bien entendu, avec la région d'ici l'été de la manière dont on construit la structuration des moyens et du soutien global à cette agence. On va donc, on est en pleine phase de consultation. Le bureau d'études CMI vous contacte tour à tour, déjà fait dans un certain nombre de territoires, pour mesurer aussi vos besoins spécifiques et vos attentes en matière d'accompagnement économique sur les trois grandes missions que nous avons dessinées: la promotion, la prospection, l'accueil des nouvelles entreprises, l'animation de l'écosystème global et l'accompagnement de proximité des entreprises du territoire, avec des amplitudes assez variables de territoire à territoire, selon la taille du territoire sur lesquels on s'accordera et selon les actions et les équipes déjà en place. Je redis combien nous tenons à une organisation adaptée et déclinée dans chaque territoire pour qu'on ait des équipes proches
des enjeux et des entreprises, que nous souhaitons néanmoins que les territoires réfléchissent à la bonne échelle de cette maille territoriale de base, parce que si elle est trop petite, bah, les moyens ne seront pas à la hauteur de ce qu'on peut en attendre. Donc, entre la maîtrise par chaque interco pour une plus grande proximité et la force nécessaire des moyens pour répondre aux enjeux économiques de demain, il faut trouver le moyen terme. Certains territoires l'ont trouvé en s'organisant à l'échelle des pays, d'autres se cherchent, d'autres n'ont pas tranché, d'autres ont déjà intégré des moyens importants en interco. Au niveau de la métropole, il y a toute une structuration de l'équipe à constituer. Enfin voilà, on est à des stades différents et on souhaite que cette agence soit le plus adaptée possible aux réalités de chacun, mais quand même marque une volonté politique forte de travailler ensemble. Ce qui compte, c'est l'entreprise, le projet de l'entreprise et la cohérence de l'économie des filières demain et nos petites limites administratives et contrôles. Je vais évoquer avec quelques-uns aussi à l'entrée, puisqu'il y a des réflexions aussi à l'échelle départementale sur la structuration de demain, agenda d'activité, d'interrogation, comment on structure le tourisme aussi à l'échelle de notre territoire. Et donc, c'est une partie qui est dans les radars, bien entendu, et que maintenant que la partie tiers-lieu est sur les rails, Claude Thomas va engager ce travail en lien avec les équipes départementales et les équipes de chaque territoire en matière de tourisme. Quelle coordination, quel rôle on doit jouer de mise en concordance des choses sur la question touristique, dans la même logique d'une cohérence et d'une continuité pour le tourisme, pour l'usager, et pour les acteurs touristiques. Qui est-ce qui va intervenir sur ces questions, tiers-lieu, agence économique, tourisme? N'hésitez pas à compléter, à évoquer des sujets qui ne sont pas assez développés, des points de vigilance. Oui, vas-y. Très simplement, sur l'émission de l'Agence de développement, je crois que le consensus sera rapidement fixé. Ce qui est dit en quelques lignes, là, c'est essentiel. En revanche, la vraie difficulté, à mon avis, ça sera l'équité entre les territoires et la circulation de l'information, la transparence. Et lorsque vous allez réfléchir, nous allons réfléchir à l'organisation de cette agence de développement, il faudra prioritairement veiller à cette notion de transparence et d'équité de circulation de l'information. Donc que chacun ait une confiance en les uns et les autres, et pour que personne, aucun territoire ne soit oublié dans la stratégie de développement. En effet, la force sans doute de ce territoire, de ce truc, c'est sa taille, et les territoires périphériques sont des atouts pour le centre, pour la métropole, et vice-versa. Mais l'équité, c'est l'intérêt de tous. Merci Jacques, et ravi de te retrouver en tout cas aussi en présence au conseil syndical en passant. Je pense que les deux bouts de la ficelle qu'on doit tenir qui ne sont pas faciles, c'est la proximité, l'adaptation au territoire et la cohérence de la ligne d'ensemble. Encore une fois, on va, comme en matière économique, se baser plutôt sur le rapprochement de la manière dont l'économie elle-même est structurée. Et notamment la logique des filières, la logique aussi des liens entre entreprises, fournisseurs, clients, etc. Et les positionnements, ce que tu évoques, devra aller jusqu'à la mise en concordance des priorités et des cibles de l'accueil, par exemple, en matière d'accueil et de zones d'activité économique. Est-ce qu'on est dans une logique de pure concurrence entre nos territoires ou est-ce qu'on trouve des complémentarités entre nos différentes zones d'activité de manière, on en parlait avec Pierre il y a quelques jours, sur des cas concrets, à dire assez spontanément et collectivement, tel projet, il aurait plutôt vocation à aller à tel endroit qu'à tel autre endroit, et surtout, comme on le pratique dans certains territoires, de faire plusieurs propositions à les entreprises et de les laisser choisir là où c'est le mieux pour elles, tout en structurant la présence territoriale, et se posera aussi immanquablement la question demain des retombées économiques pour l'ensemble du territoire.
Et donc on ira, Pierre en parlera dans la partie solidarité, on ira jusqu'à cette réflexion-là pour qu'on puisse aller tous ensemble dans le même sens en termes d'accueil d'entreprise. Voilà. Sur la coordination et l'information, la fluidité de l'information, il y a notamment la question, et on a eu un cas précisément cette semaine, où on commence à voir que le téléphone fonctionne bien et qu'on s'alerte dès qu'il y a une piste qui peut arriver quelque part. C'est essentiel qu'on fasse tomber ces tabous du secret. Attention, j'ai un contact, super, mais je ne te dirai pas lequel parce que je ne veux pas que tu le piques, etc. Et donc, je confirme complètement cette nécessité qu'on fasse tomber ces tabous qui sont des secrets de polichinelle souvent et qui font qu'on est plus dans la logique de on va à tout prix tirer l'entreprise d'un endroit où elle ne devrait pas aller et qu'on finit par la perdre. Bon. Donc ça, c'est sur l'accueil de nouvelles entreprises. Mais il y a un autre élément qui est la conjonction et la convergence, c'est le travail entre toutes nos équipes. D'où l'importance des équipes à la fois que ce soit pour une part territorialisée, en présence proche et connue du territoire et connaissant le territoire, mais aussi qu'il y ait une cohérence globale d'ensemble pour qu'on tire la machine, notre ensemble, pour prendre un peu de champ et de hauteur, de zoom, pour que notre territoire prenne sa place dans la concurrence avec les autres territoires beaucoup plus lointains, parfois à l'autre bout de la France ou dans d'autres territoires. Tu voulais compléter, Rémi? Alors, un micro et une alerte. Merci, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voudrais quand même vous féliciter que l'accord sur les 13 interco ait pu avoir eu quand même déjà une étape qui a été franchie, qui était déterminante. Et c'est vrai que je m'exprime pour la région, on était extrêmement satisfaits, effectivement, d'avoir pu aboutir à cela. Ensuite, ce que tu viens de dire est essentiel. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, sur le département de la Moselle, il y a un peu plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements privés qui sont arrivés. Comment est-ce que cet argent est arrivé? Comment ces entreprises sont arrivées? Par l'intermédiaire en fait de Grand Innov, qui est l'agence au niveau de la région et qui a regardé sur l'ensemble des territoires où est-ce que la force de frappe, en termes de compétences, en termes de ressources humaines, en termes de formation, la formation est aujourd'hui un enjeu essentiel pour les entreprises, en termes aussi de circuit court, de capacité à trouver ses fournisseurs au sein d'un écosystème, eh bien, il est le territoire qui était le plus à même à le faire. Et aujourd'hui, la structuration qui doit être celle de l'agence de Deveco, elle doit aussi permettre cela. Elle doit permettre des projets à des échelles qui sont celles d'un pays, qui sont celles d'une interco, qui sont celles de la réunion du SCOT, mais qui sont aussi celles de la région, voire du pays. Parce qu'il y a une forte attractivité, parce qu'il y a une réalité de compétences. Et ces deux, c'est vrai que la ligne est ténue, et c'est vrai que ces deux morceaux de fil, comme tu le dis, sont compliqués. C'est ça aussi, cette imbrication de puzzle qui est recherchée. Ça sera bien évidemment dans l'intérêt de tous. Donc la première démarche est bien enclenchée. On voit les gens de CELI la semaine prochaine, je crois, nous, pour la région. Voilà, et les choses avancent et je pense que c'est en voie de se conclure et on en est très satisfait. Alors, j'en profite pour souligner deux remerciements et de cibles complémentaires. Remercier la métropole d'avoir joué le jeu de cette coopération, alors qu'elle prend en charge cette étude, de faire que le comité de pilotage soit porté à l'échelle de la métropole. C'est pas rien, ni dans l'histoire de notre territoire, ni dans la comparaison à d'autres thématiques. Et deuxièmement, au département, le clin d'œil, et merci Valérie de ta présence malgré des semaines compliquées, d'être en concordance avec l'ensemble, avec le reste du département, notamment le nord du territoire. Et puis par élargissement, j'en ai discuté avec le président Erich, qui est président de la Fédération nationale des SCOT récemment, en articulation aussi avec les Vosges, avec la Meuse, dont j'ai rencontré aussi récemment le président, pour qu'on soit aussi en cohérence avec les territoires environnants, et c'est à cela aussi qu'on vise, par le soutien de la région, à mettre une articulation de l'économie. Encore une fois, ça ne s'arrête pas aux frontières des départements ou des territoires. Il faut sans arrêt, on a une réunion interscot dans quelques jours, où on essaye de mettre en concordance aussi nos réflexions, y compris de nos équipes qui travaillent ensemble, pour ne pas se faire une concurrence inutile à cette échelle-là sur les questions économiques, mais plutôt sur ces mentalités. On parlera aussi des liens avec la recherche et l'université, et c'est à cette échelle-là aussi que ça peut se faire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'économie, Laurent? Pardon, Pierre? Et l'information.
Laurent, le micro. Oui, c'est bien d'entendre ces propos parce que dans la rencontre que j'ai eue avec le bureau d'études, j'ai eu un certain nombre de craintes sur ces enjeux et ces ambitions. Je le dis clairement, franchement, j'ai été relativement un peu déçu de l'échange qu'il y a pu y avoir. Parce que je pense que les vrais enjeux des agences de développement économique que l'on attend, l'expertise qu'on attend n'a pas obligatoirement été mis en avant en premier. On ne peut pas parler du socle qui est très divers sur notre territoire entre ceux qui sont déjà organisés, ceux qui ont besoin d'être organisés. C'est clair qu'il y a un besoin. Il y a une nécessité de travailler sur ce domaine-là, et ce n'est pas, à mon avis, la priorité. Ça se déclinera facilement une fois qu'on aura un socle et une expertise appropriée au bon niveau. Citer un certain nombre d'éléments, la recherche, l'université. Voilà, si on n'aborde pas le sujet, c'est obligatoirement venu naturellement. Je parlerai aussi des grandes infrastructures de transport des marchandises. On a un fort enjeu sur le débat des ports Moselle, sur le ferroutage, sur y compris la logistique du dernier kilomètre, enfin un certain nombre de domaines qui se conjuguent, qui ne vont pas obligatoirement non plus être simples aujourd'hui dans le cadre des avancées qui se conjuguent, parce qu'on parlait de la révision du scope. Moi, j'ai une vraie crainte avec la loi climat et résilience. Il n'y aura plus besoin de faire de ZAD, il suffira de faire de la loi en raison, zéro artificialisation net. Donc ça tout sera bloqué avec les préconisations qui sont aujourd'hui en place. Enfin, on a des vraies interrogations sur la suite qui parlaient de la répartition de la richesse économique. Là aussi, on peut s'interroger sur les évolutions de la fiscalité économique qui sont en cours et qui sont en réflexion. Hein. On en connaît déjà une partie. On sait bien qu'il y a le débat qui se fait depuis un certain nombre de temps sur le versement mobilité et y compris sur la fiscalité de production, qui reviennent fortement au débat, qui font un nombre, enfin, qui font craindre, y compris qui amènerait à dire, que ça pourrait être le cas depuis maintenant quelques années, depuis la réforme de la taxe professionnelle, qu'il faut mieux faire du développement de l'habitat que du développement économique, financièrement. Je suis un peu cru, et je n'ai pas obligatoirement dit ça, parce que c'est des emplois. Il y a un vrai problème d'enjeu sur lequel il va falloir pouvoir se positionner, être constructif, porteur de projet, effectivement pour l'ensemble de l'intérêt de nos territoires, et bien trouver les modalités, en tout cas, et l'expertise nécessaire pour le porter. Et il faut vraiment qu'on ait de l'ambition sur cette agence de développement économique. Je suis heureux que la métropole ait pris l'engagement de porter cet outil dont nous avons besoin, avec, bien entendu, la région. Et ça a été cité. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ne pas travailler sur la GT, PEC, enfin, voilà, et la formation avec la région. On a encore un échange, j'ai pu participer à des échanges au niveau national. C'est vraiment des sujets aujourd'hui forts. Je prends pour exemple le territoire d'industrie. Dans tous les territoires, il y a une fiche action emploi et formation. C'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est des ambitions nécessaires. Et donc, y compris par rapport à la formation de l'université, excusez-moi, mais dans les trois missions, je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment bien explicites. Merci Laurent de ces interpellations. On va refaire un point très rapide, Fabrice et moi, avec l'agence en lien avec la métropole, pour qu'on veille à ce qu'on n'aille pas trop vite aux questions d'organisation, effectivement, mais qu'on mesure bien l'ensemble des enjeux et des priorités sur lesquelles on va travailler, qui ne seront pas seulement évoquées par le bureau d'études, qui a une fonction quand même de conseil sur la structuration de l'agence, et qui seront à notre main dans la définition des orientations politiques de cette agence et lors qu'elle sera constituée, et en attendant de nos travaux à l'intérieur de cette commission économique de la métropole. Mais merci beaucoup de ces remarques et points d'attention. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Oui, vas-y. Tu prends le micro peut-être.
C'est juste un point, sans doute dans le mot prospection, il y a plein de choses qui peuvent être mises, et je voudrais qu'on mette un accent tout particulier sur la prospection à l'université, dans les laboratoires de recherche, pour aider la transposition et l'innovation. On a plein de pépites, et c'est des gens qui souvent sont dans le, je vais pas dire dans la capacité, mais qui ont d'énormes difficultés à pouvoir se développer. Donc, on a une université qui est fantastique, qu'on puisse faire un lien entre l'université et le développement économique, ça ne pourra être que porteur d'innovation. Merci, Benoît. C'est noté. Oui, Mathieu. Merci, bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste un mot sur l'agence de développement économique en écho à ce qui a été évoqué notamment à l'instant par Laurent. Deux choses. D'abord, je voudrais rappeler que la situation de la Meurthe-et-Moselle et du Sud 54 est une situation singulière dans le paysage du Grand Est, puisque nous sommes aujourd'hui un territoire qui n'est pas pourvu d'une agence de développement économique contractualisée avec le Conseil régional. Alors, on va refaire l'histoire, c'est ainsi, et nous avons convenu, à la fois à la fin du mandat municipal précédent et dès le début du mandat municipal actuel, en lien avec tous les partenaires, la région, le département, les différentes intercommunalités, la multipôle, de rapidement mettre sur fond baptismaux cet outil, car nous avons à la fois nous en avons besoin. Les enjeux aujourd'hui, au moment des réorganisations territoriales à l'est de la région Grand Est, avec la création de la collectivité européenne d'Alsace, qui pose de nombreuses questions de cohérence territoriale, de moyens, de compétences des territoires infrarégionaux, à la fois en raison, y compris aujourd'hui, de cette polarité luxembourgeoise qui est en train de transformer non seulement le nord lorrain, elle y travaille déjà depuis de nombreuses années, mais avec des répercussions de plus en plus significatives sur tout le sillon lorrain, et y compris sur le sud de 54 et sur le sud lorrain, à la fois en raison de l'évolution aussi du regard sur l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine est une université, j'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps, dont l'horizon n'est ni Nancy ni Metz. L'horizon de l'Université de Lorraine, c'est un horizon européen et international. Et l'évolution chaque année dans le classement de Shanghai de la place de l'Université de Lorraine et sur certaines filières, son positionnement de leader national, implique d'avoir, y compris en termes de capacité à gérer les retombées, susciter et gérer les retombées économiques, le soutien à la recherche-développement, l'installation de jeunes entreprises, le maintien sur le territoire, nos territoires, pas seulement le territoire de la métropole, nos territoires, d'un tissu d'actifs qualifiés en capacité justement de s'appuyer sur cet enjeu et sur ces compétences fortes qui existent pour faire grandir le développement économique du territoire. Tout ceci commande que nous ayons vraiment un outil performant et à notre mesure. C'est bien le sens de ce travail que nous avons décidé de conduire de façon collégiale. Ça, c'est le premier point. Et puis, le petit codicile de ce premier point, c'est aussi un peu plus pragmatique, c'est sonnant et trébuchant. La région aujourd'hui engage des moyens, Valérie Debord vient de le rappeler, qu'il serait dommage de voir ou disparaître ou se diluer sans colonne vertébrale. Deuxième et dernier élément, c'est l'enjeu de la subsidiarité, c'est celui qu'évoquait Laurent à l'instant. Il est très clair depuis le début, mais je veux le redire pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que le principe de cette agence, c'est de s'appuyer pour tout ce qui relève de l'accompagnement de proximité sur les dynamiques territoriales existantes. Et à plus ou moins forte échelle, il en existe dans tous les territoires, dans le Val de Lorraine, dans le Puy-de-Dôme, dans le Midi-Loire. Il existe aujourd'hui des acteurs organisés, parfois déjà organisés sous forme d'agence de DEVECO, organisés à l'échelle des intercos, qui sont dans la prospection territoriale, qui sont dans l'accompagnement des acteurs locaux. Le département travaille sur tout ce qui relève de l'attractivité du développement touristique. Donc l'agence, elle n'est pas là pour faire ça. Elle est là vraiment pour, j'allais dire, remplir tous les trous, cocher toutes les cases qui ne le sont pas, et être un peu l'ensemblier ensuite de ces dynamiques. Et donc, elle doit se concentrer, en tout cas, c'est
la commande politique des élus métropolitains, et c'est ainsi que cette étude a été basée, elle doit se concentrer sur ces enjeux-là, et justement travailler en articulation avec les dynamiques territoriales et les outils qui existent aujourd'hui. Merci Mathieu. Alors, en écho à tout ce qui vient d'être dit, je veux juste, bon, pas en conclusion, mais quelques remarques synthétiques de ces points de débat. Redire combien l'intuition et le réflexe, et encore merci la métropole de dire, on ne peut pas réfléchir notre agence de développement économique tout seul, si on ne réfléchit pas avec tout l'écosystème territorial autour. La prise en compte à la fois des intérêts très locaux de chacun, par chaque interco, et c'est bien légitime, en même temps que la conviction, je pense, en écoutant toutes les interventions de Jacques à Mathieu, en passant par Benoît, Valérie, Laurent, c'est on a tous intérêt à ce que chacune des parties du territoire tire son épingle du jeu de cette stratégie économique. On doit se réjouir que la métropole de Nancy puisse prendre sa place dans l'ensemble de l'échiquier des grandes métropoles du Grand Est et au-delà, pour peser économiquement. Et que le pari qu'on fait, que la réussite des uns retombe sur les autres, doit être stabilisée par une organisation de gouvernance équilibrée, mais en même temps par la capacité à aller au-delà de nos seules vigilances territoriales respectives et de se dire on se réjouit que ça marche et ça reviendra chez nous un moment parce qu'on établit ce réseau. Je voulais dire ça parce que j'ai aussi des questions d'un certain nombre de territoires moins denses, moins porteurs économiquement, se dire mais quel est l'intérêt pour nous d'aller dans ce truc, etc. C'est ce pari commun qui sera la réponse à la question elle-même. Si on ne fait pas le pari ensemble, on est sûr que ça ne marchera pas. Si on le fait, on n'est pas sûr que ça marchera, mais on a plus de chance. Voilà. Et donc il faut qu'on soit aussi déterminé là-dessus, parce que vis-à-vis du milieu économique, c'est un message fort que l'on donne, qu'on ne va pas les soumettre. Moi j'ai vu tellement d'entreprises partir par chicaillerie entre élus, bon écoutez, excusez-nous de vous avoir dérangé, on s'en va, voilà. Donc ça c'est sur les entreprises non, mais les entreprises existantes qui veulent vous répondre à leurs questions et à leurs demandes et pas d'abord à nos préoccupations stricto sensu territoriales et structurelles. Voilà. Donc merci de vos remarques, des points d'attention qui sont tous pris en note et qu'on va, Mathieu, en priorité, maître d'ouvrage de cette étude, mais nous-mêmes, dans le comité de pilotage, veiller à faire élever le niveau de préoccupation si Laurent et d'autres, vous avez trouvé que le bureau d'études n'était peut-être pas au niveau où on attendait en termes de préoccupation. On va veiller à le faire, mais encore une fois, le bureau d'études est chargé de structurer l'agence et on aura, nous, en tant que pilote de cette future agence, à déterminer les orientations politiques. Bien sûr qu'il va nous aider à les identifier, mais c'est à nous de les prendre et de les porter. Merci pour votre alimentation à ce débat. Oui, Pierre, je t'en prie. Je veux juste dire un mot. Il faudra peut-être qu'on soit avec l'agence, regarde Mathieu, attentif à ce qui pourrait être rapatrié sur le territoire français dans nos secteurs. Il y avait hier une belle émission sur le retour de certaines entreprises qui étaient parties à l'Est et qui reviennent dans des territoires parce qu'on leur amène ce qu'ils ont besoin, terrain, personnel, etc. Et là, c'est vraiment pour moi un rôle de l'agence, c'est le deuxième rôle de l'agence. Il devrait être là pour un certain nombre aujourd'hui de chefs d'entreprise qui ne trouvent pas de repreneurs, et on pourrait au moins être un aiguillon ou un lieu de convergence de ce que l'on pourrait apporter. Parce que c'est un véritable problème aujourd'hui. Je suis sur un territoire où il y a beaucoup d'entreprises, je peux vous dire qu'à 65 ans, quand vous n'avez aucun repreneur, il n'y a vraiment personne et vous ne trouvez personne, on tire le rideau et puis, je vais faire un peu de provocation, le lieu devient désert et c'est les gens du voyage qui s'installent. Alors, je te laisse vous adapter la suite, la fin. Je te propose de garder le micro d'ailleurs pour aborder la partie mobilité. Et même chose, on se présente le débat d'orientation budgétaire, mais c'est avant tout le débat politique sur le domaine qui se précisera et qui nous permet de préciser la feuille de route qu'on vous présentera le prochain conseil syndical. Alors, Denis, si tu veux, c'est mon voisin qui va commencer. Moi, je parlerai plutôt de la partie finance puisque tu m'as lancé. Très bien, Philippe. Alors, comme chacun sait, la mobilité représente un enjeu extrêmement important pour nos habitants qui ont une forte attente sur le sujet.
Alors avec quand même quelques difficultés, et notamment sur le bon périmètre pour traiter la mobilité, puisque par définition, la mobilité n'a pas de frontières. Et une chose est, je crois, partagée, totalement reconnue par nous tous, c'est que le territoire de la multipole est le bon périmètre pour traiter de la mobilité, enfin au moins une partie de la mobilité. Et l'objectif à terme, c'est bien de définir un schéma de mobilité partagé à cette échelle, avec quelques objectifs concrets, que sont des objectifs de cohérence, évidemment, hein, de l'offre de mobilité, qui conduirait à créer un service socle à l'échelle de la multipole qui soit partagé, avec l'objectif de permettre à tous de se déplacer dans les meilleures conditions et au moindre prix, au moindre coût, avec les enjeux évidemment de saturation routière à l'entrée de la métropole et de réduction des déplacements en voiture individuelle. Alors, je parlais de la question du périmètre qui est une question toujours importante en termes de mobilité. La région, évidemment, ayant la compétence mobilité au premier rang, il est extrêmement important que la région nous reconnaisse en bassin de mobilité, donc ce qui est en train de se concrétiser, hein, on peut le dire, alors qu'au départ, on avait quelques craintes sur les périmètres, puisque les périmètres visés par la région semblaient être beaucoup plus larges que celui du territoire de la multipole. Donc, ce qui prouve que la cohérence de notre périmètre en matière de mobilité est reconnue par la région, ce qui nous permettra d'être vraiment, pour nos EPCI, l'interlocuteur de la région sur ces sujets, et notamment en termes d'infrastructure, puisque c'est un sujet important, on le verra, il y a quand même des problèmes à régler depuis très longtemps dans notre territoire, et sur lesquels il s'agira d'être mobilisés forts tous ensemble pour pouvoir négocier et avec la région et avec l'État. À court terme également, c'est l'accompagnement des 3 AOM, des 3 EPCI qui prennent la compétence AOM là, actuellement. Et puis, donc, ce qui a été vraiment demandé en commission, c'est le partage des expériences, puisqu'on se rend compte que dans chaque territoire, AOM ou pas AOM, les expériences sont menées en termes de mobilité, on pourrait qualifier d'alternatives, enfin de solutions, et il s'agit bien de pouvoir partager ces expériences pour essayer d'en retirer celles qui pourront être dupliquées sur l'ensemble de nos OPCI à l'intérieur de la multipole. Donc, je le disais, s'organiser collectivement pour défendre les grandes infrastructures, et puis connaître, travailler sur la connaissance des pratiques de mobilité et leurs évolutions récentes. À ce sujet, il y avait une étude qui date de 2013, je crois, donc, sur les comportements de mobilité de nos concitoyens à l'intérieur du périmètre de la multipole. Donc, j'ai assisté à une réunion de la métropole, c'était aussi une demande de l'actualiser. Alors avec quand même une contrainte, c'est qu'il est extrêmement difficile de travailler aujourd'hui sur une actualisation dans le contexte Covid, déplacements qui ne sont quand même pas ceux qu'on retrouvera quand tout ça sera fini. Donc il pourrait y avoir dans un premier temps quelques petits ajustements, mais qui ne feront sans doute pas l'objet d'une étude approfondie, puisque ça ne servirait pas à grand-chose aujourd'hui. Mais en tout cas,
on a bien tous en tête, que ce soit la métropole et la multipole, que c'est nécessaire de réactualiser une étude des pratiques de mobilité dans le périmètre de la multipole. Voilà. Voilà un peu sur les travaux qui sont à mener ou qui sont en train d'être menés. Et puis, à partir du recrutement d'un chef de projet, il s'agit déjà d'argent, je passe la parole à Pierre. Oui, merci. Juste un complément dans ce que nous faisons. Nous sommes très attentifs aujourd'hui et nous participons aux diverses réunions concernant la réouverture potentielle de la ligne ferroviaire 14, c'est la fameuse ligne Nancy-Contrexéville. Et ça, il faut absolument que nous soyons présents, attentifs et que nous puissions collaborer avec les intercommunalités qui seront touchées par le passage de cette ligne. La deuxième des choses, c'est d'essayer d'être très présent sur la relance que nous estimons nécessaire, utile et rapide de la 31. On en parle depuis fort longtemps. Il faudra peut-être un jour aboutir parce que chaque jour, si vous prenez la 31, on vous donne des problèmes, tantôt au nord de Pont-à-Mousson, tantôt au sud, mais en tout état de cause, on bloque l'autoroute pendant des heures, quasiment au moins chaque semaine. Donc ça, c'est un dossier qu'il nous faut absolument suivre de près. Concernant les fonds que nous aurons besoin pour l'année 2021, eh bien, nous avons décidé de mettre une enveloppe à disposition d'un AMO, si besoin est, d'une personne qui pourrait aider les 3 intercommunalités à devenir AMO, et puis AOM, pardon, pas AMO, AOM, et puis une enveloppe pour la maîtrise d'ouvrage qui permettra de définir la méthode du schéma de mobilité, et enfin d'actualiser nos connaissances dans la pratique des mobilités. C'est ce que disait notre ami et mon voisin. Nous le ferons, mais de façon assez substantielle, puisque aujourd'hui, dans une période très particulière, nous n'avons pas l'intégralité de la mesure des déplacements de chacun. Voilà ce que moi je voulais dire. Et rappeler qu'en 2019, il avait été décidé par notre comité syndical de mettre 150 000 € de côté pour pouvoir organiser, tout au moins étudier, lancer des projets, aider des projets d'intercommunalité qui pourraient étudier des déplacements en commun, pardon. Cette enveloppe n'a pas été utilisée. On vous propose de la conserver et de l'utiliser dans différentes expérimentations qui pourraient être faites au cours de l'année 2021, voire 2022. Ne dépensons pas l'argent qui pourrait être très utile dans les temps à venir. Merci à tous les deux. Je précise que donc, sur les 3 structures qui se sont interrogées sur la prise de compétences mobilité, le Pays de Colombais a délibéré le 18 février dernier, les communes commencent à délibérer derrière. Je ne sais pas dans le Saint-Ouen si la délibération est prévue à quelle date, Dominique? Le prochain conseil syndical, jeudi prochain, et je ne sais pas si quelqu'un du CEI est couronné, oui. C'est le 25 mars. 25 mars, ok. Donc on vous tiendra au courant des délibérations finales. Y a-t-il des prises de parole sur cette thématique des mobilités? Compléments, questions, positions? Oui, je t'en prie, Laurent. On voit bien que la crise Covid, la crise sanitaire, a quand même pas mal impacté les mobilités auprès de nos concitoyens. Donc je pense qu'il y a besoin de vraiment une remise à jour des habitudes qui seront aujourd'hui engagées par chacun de nos concitoyens sur la mobilité. On voit bien avec l'évolution des déplacements en vélo, surtout avec les vélos à assistance électrique. Il y a quand même un développement fort qui se fait, qui amène un certain nombre d'alternatives qu'on ne connaissait pas obligatoirement aujourd'hui, voire l'appréhension du retour d'un usage des transports collectifs qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc on voit, y compris avec également le développement du télétravail qui s'inscrit maintenant dans le temps, il y a quand même des nouvelles dimensions à appréhender au mieux par rapport à ce sujet. Donc, cette enquête me paraît fort importante et nécessaire.
Merci. Là aussi, comme en matière économique, se focaliser sur les besoins et les attentes des usagers. Je me réjouis vraiment fortement, je le redis, que la structuration des mobilités, y compris côté métropole, puisse se réorganiser en fonction des parcours des usagers et pas seulement des limites administratives et géographiques de chaque collectivité, et qu'on assure la fluidité, y compris tout moyen de transport, de mobilité confondu, pour l'usager final, et la cohérence des fréquences et des compatibilités de lieux d'échange intermodal. Tout cela, tout ce qui se passe à la métropole nous concerne, tout ce qui se passe chez nous concerne la métropole, parce que les gens ne supporteront pas éternellement de faire d'énormes efforts tous les jours pour aller à tel endroit. Donc il faut qu'on fluidifie cela, et la cohérence de notre travail entre différents territoires va être prépondérante, et là, les critères d'évaluation, ils sont clairs et ils sont faciles pour l'usager, c'est sa facilité et sa fluidité de mobilité. Donc on aura effectivement à aller dans cette étude très loin sur cette question des articulations de territoire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, points de vue, avant qu'on passe aux transitions? Je te passe la parole sur la question des transitions. Est-ce que le micro oui. Exercice. Voilà. Merci Denis. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais aborder le volet transition sur les deux aspects, puisqu'en général, on se partage entre deux vice-présidents. Donc, Dominique Thielou n'a pas pu être là ce matin. Donc, j'aborderai le volet transition énergétique et transition alimentaire. Concernant peut-être de manière plus globale la démarche, il s'agissait sur ce nouveau pôle de structurer et de commencer peut-être déjà à affirmer que, bien évidemment, on n'a pas attendu le pôle transition énergie et alimentaire pour que des initiatives et des projets puissent se développer sur les territoires. Donc, bien évidemment, un certain nombre d'initiatives ont été déjà portées par l'ensemble des élus. L'idée étant d'abord de structurer, et l'échelle de la multipôle est la bonne échelle pour justement structurer cette politique des transitions, et puis également changer d'échelle, puisque vous le savez, alors on le dit régulièrement, il y a l'urgence climatique qui fait qu'aujourd'hui on a un diagnostic qui est partagé, mais une fois que le diagnostic est partagé, il faut mettre en place un certain nombre de politiques publiques qui accompagnent les objectifs de cette urgence écologique et climatique. D'ailleurs, non seulement ce pôle a été structuré, il existe pour ce nouveau mandat, et nous le verrons tout à l'heure, nous renforçons les moyens humains, puisque un chef ou une chef de projet sera recruté sur ce volet transition. Donc pour nous accompagner sur le territoire, et la commission est présidée par Bernard Bertel. Je vais démarrer peut-être par la transition énergétique. Donc, je le disais, des choses ont bien évidemment été déjà lancées, puisque une étude sur les énergies renouvelables a été confiée à la SCET, et elle a permis notamment de consolider ou de financer un certain nombre de projets, une dizaine de projets autour de la méthanisation, le photovoltaïque, une station de carburant bio-GMB, un réseau de chaleur urbain, des outils de récupération de chaleur sur le forage d'eau potable. Enfin voilà, il y a un certain nombre de projets qui ont été engagés. Et dans le cadre des travaux de la commission transition, il a été notamment décidé bien évidemment de poursuivre et de soutenir les initiatives sur les territoires, et puis surtout
d'avoir un espace de partage d'expérience, parce qu'on s'est rendu compte que ce soit sur l'énergie ou que ce soit sur l'alimentation, on sait qu'un certain nombre d'initiatives sont portées dans les territoires. Il n'y a pas forcément toujours de coordination, d'échange, et puis surtout, c'est de profiter en fait de cet échange d'expérience pour pouvoir accélérer un certain nombre de projets. Donc, il est prévu justement de mettre en place et de consolider une plateforme d'ingénierie partagée sur les énergies renouvelables et qui va permettre justement à la fois de répondre aux questions que les élus se posent sur le territoire et puis surtout, j'imagine que les uns et les autres, vous êtes individuellement sollicités par un certain nombre d'opérateurs sur des projets et c'est important en tout cas de coordonner ces projets parce que peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aligner un certain nombre, une somme de projets. Peut-être qu'on peut réfléchir à un portage au niveau de la multipôle. C'est d'ailleurs une illustration que nous pouvons vous présenter aujourd'hui puisque nous avons répondu sur un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, sur le volet donc efficacité et sobriété énergétique. Donc c'est dans le cadre du programme Acté 2 pour la rénovation énergétique du patrimoine public. Donc, alors, le territoire est lauréat de l'AMI, mais on a un petit sujet, un gros sujet, puisqu'on nous a demandé un certain nombre de compléments d'informations, alors qui nous embêtent un petit peu, et je laisserai éventuellement Thibaut sur le volet technique répondre, puisqu'il semblerait que la réponse que l'on a apportée sur le volet personnel, il y a un sujet autour de vous ne recrutez pas, alors que nous, on a du personnel existant et on a besoin justement de cette AMI, de ce soutien pour pouvoir poursuivre ce travail. Et là, en gros, on nous dit, bah, non, ça ne convient pas. En gros, il faut que vous recrutiez. Mais je préfère que Thibaut explique de manière un petit peu plus précise ce sujet. Merci, Chaynès. Oui, effectivement, il s'agit d'une discussion en cours pour ce qui concerne les postes de conseillers en énergie partagée qui œuvrent sur et la métropole de Grand-Nancy et sur la communauté de communes Celle-et-Vernois notamment, avec cet enjeu de… Merci, Monsieur le Président. Avec cet enjeu de redéploiement de postes vers deux nouvelles fonctions, qu'on appelle économe de flux. Il y a une discussion en cours avec la FNCCR qui gère ce programme-là. Voilà. C'est un point un petit peu litigieux sur le fait qu'on obtienne effectivement le statut de lauréat de cet appel à projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a coordonné une réponse commune de l'ensemble des collectivités du territoire, y compris de la communauté d'agglomération d'Épinal. On est en lien avec eux. Affaire à suivre sur ce dossier. Merci. Chaynès. Bon, voilà, on espère en tout cas que ces incertitudes seront levées. Au niveau donc, de prévisionnel de dépenses, donc en investissement, on a environ 50 000 € de prévus. Il y a toujours cette mission qui doit être terminée par la SCET, donc on a 15 000 € de prévisionnel. Et puis la structuration de la plateforme d'ingénierie que je vous ai évoquée sur les énergies renouvelables, donc pour 35 000 €. Concernant le volet alimentation, là aussi, on est toujours dans la recherche du partage d'une culture commune et puis surtout des initiatives, puisque dans le cadre des travaux de la commission, là encore, beaucoup d'initiatives sont portées par les territoires avec une véritable préoccupation, notamment pour les élus et les maires concernant l'alimentation et la restauration, et notamment la restauration collective dans les écoles, entre autres. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait là aussi besoin de structurer autour de 4 leviers, donc la production, la transformation, la distribution et la consommation.
Donc on travaille bien évidemment en lien avec Valérie est partie, mais donc avec le département, donc dans le cadre du projet alimentaire territorial Sud 54, le PAT, et on a plusieurs sujets que nous portons, donc 2 sujets en particulier. Il y a le volet foncier et il y a le volet, ce que j'appelle, on va dire, Rungis local. Donc, concernant le volet, la multipôle anime le volet foncier et nous souhaitons développer un outil de connaissance foncier. Pardon, je fais grésiller. Nous souhaitons porter un outil de connaissance du foncier, d'identification du foncier, et puis surtout de permettre cet accompagnement dans le cadre de l'identification, de répondre à un certain nombre de demandes, notamment par exemple pour du maraîchage. Mais il y a, là encore une fois, on est chacun dans nos territoires sollicités et il y a besoin de structurer ces aspects. Donc dans le cadre du PAT plan de relance, un dossier a été ou sera déposé, enfin il est en cours, pour permettre d'avoir un financement de 80 000 €. Donc ce projet est porté en partenariat donc avec, donc dans le cadre du PAT, avec Multipôle, bien évidemment, la Chambre d'agriculture, Terre de Liens, le pays Terre de Lorraine, la SAFER et bien évidemment l'ensemble des intercommunalités. Et puis, donc, je le disais, on a en réflexion avec également la métropole la question du Rungis local. On a lancé les réflexions pour voir dans quelle mesure on peut justement structurer les filières, la transformation, enfin la production, la transformation, l'approvisionnement. Mais là, on est à une échelle beaucoup plus large puisqu'on parle de filières, donc il faut bien évidemment le réfléchir au niveau régional. Donc on a un prévisionnel de dépenses de l'ordre de 40 000 € pour 2021. Et puis je termine par un projet de recherche-action sur la qualité des sols agricoles. Ce projet a été a priori lancé en 2019. La Multipôle s'est engagée à appuyer ce projet de recherche qui est initié par le pays Terre de Lorraine. Mais il se trouve que on a eu quelques difficultés pour trouver un doctorant qui travaille justement sur ce sujet, avoir une production scientifique et disposer d'outils à terme pour évaluer la qualité donc des sols agricoles. À la fois, il y a le volet les préserver, puis à la fois anticiper les usages et les demandes dans le cadre par exemple, du foncier et des demandes qui peuvent être faites dans le cadre du foncier, quels que soient les usages. Tout à l'heure, Laurent évoquait notamment la question aussi économique. Voilà, donc on espère trouver un doctorant et on maintient donc pour 2021 5 000 € pour le fonctionnement. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas trouvé ce doctorant. Donc là, c'est un partenariat avec l'Université de Lorraine. Et ça a été dit tout à l'heure, je pense que sur l'ensemble de nos sujets, et nos sujets en particulier de transition, il y a un véritable engagement et partenariat à développer avec l'Université de Lorraine, au-delà peut-être de ce projet particulier. Voilà. Merci Chahinez, merci beaucoup. On voit bien là, sur cette thématique-là, la notion de brique de base de la multipôle avec l'emboîtement supra, avec le département, les stratégies du département de la région et l'emboîtement infra, les expérimentations. Merci aux Saint-Ouen, Terre de Lorraine, de nous prêter, entre guillemets, leur terrain et leur territoire et leurs initiatives d'expérimentation au bénéfice de l'ensemble. C'est aussi ça qui forgera. On ne peut pas être tous sur tous les plans actifs et expérimentateurs dans tous les domaines. Et donc, c'est intéressant que chacun explore des pistes pour tous. Des remarques sur ce projet alimentaire et sur la transition énergétique aussi? Oui, vas-y. Alors, Laurent, puis Manu. Vas-y, Laurent. Sur la problématique alimentaire.
parce qu'on va bien construire là aussi la crise Covid, peut-être modifier un peu la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être en conformité avec la loi Egalim, dans les restaurations collectives d'ici 2022, ça va être très compliqué. Pour deux raisons. C'est que les producteurs ne se sont pas toujours organisés pour pouvoir répondre à des besoins collectifs, donc avec des productions relativement conséquentes. Et puis on voit bien, et ça sera intéressant d'avoir un panorama là-dessus, c'est qu'avec la crise Covid, et on y a participé, d'ailleurs, on a favorisé avec nos plateformes de consommation locale, en mettant en avant les producteurs, c'est que finalement, beaucoup de producteurs se sont plutôt engagés dans la vente directe que vers la vente organisée vis-à-vis des collectivités pour la restauration. Donc là, c'est bien que tout le monde puisse en profiter de façon diverse, et ça va nous poser quelques interrogations par rapport aux objectifs que nous avons à porter, plus particulièrement dans le cadre des restaurations collectives où beaucoup de territoires maintenant se sont engagés, comme le département, au travers des cantines des collèges. Donc, ça serait bien d'avoir ce panorama, ce développement entre ce qui finalement est organisé au travers de structures comme Paysan Lorrain et autres qui répondent à nos appels d'offres, et finalement le développement de la vente directe qui s'est en tout cas amplifié, à mon sens, pendant cette crise sanitaire et qui, à mon avis, s'installe, et c'est bien pour les producteurs, mais bien entendu, il va falloir trouver une équilibre. Merci Laurent, et j'y ajoute le troisième axe qui est le grand public, plus largement, et l'ambition avec la plateforme Rungis Local d'aller toucher l'ensemble de la distribution pour accélérer ces liens circuits courts manuels. Oui, donc la transition énergétique est basée sur deux approches. D'une part, la sobriété, l'isolation, etc., et d'autre part, la production d'énergie en alternative. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette approche-là. C'est bien effectivement de ne pas tout mettre sur une seule filière de production énergétique. L'expérience montre qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il vaut mieux effectivement qu'il y ait de l'expérience sur différents types de filières. L'expérience montre qu'en termes de conseillers, je pense qu'on commence à avoir de bonnes connaissances sur le sujet. Le problème, c'est la réalisation. On a tous, je pense, essayé différentes expériences, entre guillemets, et je pense qu'on a tous été déçus par le résultat. Pourquoi? Parce que entre la théorie et la pratique, ce n'est pas du tout la même chose. Et il me semble que profondément, on manque d'artisans formés. Et je pense qu'il faut faire un gros effort sur la formation, en particulier des jeunes, dans ce domaine-là, parce que le concept est bon et le résultat est souvent décevant, par manque d'expérience, de savoir-faire, et puis d'avoir des artisans au bon niveau, pour dire les choses. Merci Manu. Alors, on sent que sur ces domaines, comme sur ceux qu'on avait abordés avant, quand on aura calé notre feuille de route la prochaine fois, on aura au mois de juillet à déterminer le plan d'action, et notamment avec quel partenaire, de quel partenaire on se rapproche pour mettre en œuvre potentiellement les orientations. Et on sent bien que l'ensemble des représentants professionnels vont être aussi des partenaires importants de cette approche-là. Vas-y, micro, si tu veux. Oui, dans le prolongement de la dernière intervention, donc ce que je voulais dire, c'est aussi que le sud de la Meurthe-et-Moselle a un potentiel dans le domaine de l'éolien. Et donc notamment sur la partie est, en tout cas au minimum à ma connaissance, sur la partie est du territoire, au niveau du Grand Couronné, il y a un certain nombre de projets qui essayent d'émerger. Donc je n'ai pas vu en fait l'éolien dans la liste des énergies et des potentiels d'énergie renouvelable sur le territoire. Il se trouve que l'éolien, ce sont des projets difficiles à mettre en œuvre, qui sont des projets longs et qui en général font face à des oppositions assez marquées. Donc c'est une stratégie, moi il me semble que c'est nécessaire sur notre territoire de faire émerger quelques projets éoliens, et il est important qu'il y ait un soutien technique en ce sens, et le soutien technique il comprend aussi je dirais l'acculturation à la population de ces projets. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser dans le volet énergétique. J'ai pas vu l'éolien, et l'éolien peut être couplé aussi à la filière hydrogène. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Et ça, c'est vraiment l'avenir à plus long terme, à moyen terme, sur le volet énergétique et sur les déplacements, notamment des véhicules. Donc voilà, c'était simplement ma remarque. Très bien, merci. L'éolien est bien dans nos préoccupations, hein, il est bien intégré. Madame derrière, si tu veux.
Sur le volet de l'alimentation, pour moi, il faut, malgré tout, les producteurs sont organisés déjà. S'ils s'orientent aujourd'hui plus sur le circuit court, c'est parce que la plus-value pour eux est plus intéressante que de fonctionner sur des filières organisées. Concrètement, ils restent plus dans leur porte-monnaie quand ils vendent en direct. Et je pense que notamment sur la partie restauration collective, il ne faut pas que structurer la production et la filière, il faut aussi réfléchir le fonctionnement même de nos restaurations collectives. Parce que si ça reste Sodexo, par exemple, qui continue à fournir les cantines, ça va être compliqué pour les opérateurs locaux, en circuit court en tout cas, de pouvoir s'intégrer avec ces opérateurs-là. Si au niveau du conseil départemental et des collèges, ça fonctionne, c'est parce que dans chaque collège, il y a une cuisine, il y a des cuisiniers. Et ça, je pense que c'est aussi une réflexion peut-être à mener, c'est-à-dire que certes, il faut travailler sur accompagner la production, les filières, mais il faut que le dernier maillon de la chaîne retravaille aussi un petit peu sur lui-même, parce qu'en restant sur le modèle qu'on a, ça va être difficile. Merci, Jacques. Le micro, on va te... Non, pas d'économie là-dessus. Merci. On ne regarde pas avec la démocratie. Simplement, moi, je change un petit peu de sujet, excusez-moi, mais c'est l'aspect étude des qualités des sols agricoles. Permet une double suggestion en termes d'extension. La première, j'ai entendu chez Metz expliquer qu'on avait des difficultés à recruter un doctorant. Alors là, il s'agit de proposer une étude bilan, la qualité des sols, les services rendus par l'exploitation de l'agriculture, c'est une chose. Mais il me semble qu'il y a une extension qui pourrait être intéressante, c'est les services que peut rendre l'agriculture en matière environnementale. Parce qu'il y a un potentiel incontestable. Là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont ici, mais on parle beaucoup du stockage du carbone dans les sols en faisant évoluer les méthodes agriculturales. Il y a la biodiversité qu'on peut maintenir avec les haies que se propose de soutenir d'ailleurs par le biais de la PAC d'autres structures, vous connaissez les MAEC, etc. Donc il y a un axe de développement dont nous devons nous préoccuper, à mon avis. Et ça peut être de nature à étoffer la mission de un ou quelques doctorants sur cette thématique-là. Et puis la deuxième, c'est bien, mais c'est parce qu'ils en ont pris l'initiative, c'est bien d'étudier les sols du Saintois, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a quand même beaucoup de territoires dominantes agricoles. Je plaide pour ma paroisse du Névillois, mais je suis natif du Saintois. J'allais dire quand même, tu vas pas chez Alors, pas du tout, au contraire, je suis pour l'universalité. Et à mon avis, il y a un sujet très intéressant, parce que je suis convaincu qu'il y a par ce biais la possibilité d'améliorer la situation de l'agriculture de deux façons. La première, c'est en mettant en valeur ce qu'elle peut apporter sur le plan environnemental, c'est-à-dire ça ferait passer les paysans d'accusés à promoteurs de la solution, ce qui n'est pas tout à fait la même situation, vous en conviendrez. Et puis, évidemment, et là, on voit bien que ça évolue beaucoup au niveau de la politique agricole européenne, évidemment, tous ces services rendus par l'agriculture à la société, ils ont un prix, donc il faudra payer ce prix. Alors, c'est pas aux communautés de communes à le faire, ça, mais c'est l'organisation nationale, voire internationale de l'Europe qui peut répondre en partie à ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture ne doit pas se cantonner exclusivement à produire le moins cher possible pour des matières premières pour être dans les cours mondiaux. Il faut autre chose pour arriver à un équilibre économique de nos exploitations agricoles, dont je rappelle qu'elles pèsent extrêmement lourd dans l'économie de notre global, de notre SCOT, du territoire de notre SCOT.
Merci Jacques. À travers ce qui se dit là, je veux vous faire part aussi du message politique qu'il me semble important de porter vis-à-vis de la profession agricole de manière globale. Parce que les questions ont été posées par les uns et les autres, par rapport au SCOT. On peut tout à la fois entendre et répondre à l'attente de la profession agricole de ne pas subir des décisions d'aménagement prises ailleurs sur leur territoire. Il nous faut aussi demander et revendiquer auprès de la profession agricole qu'elle entende qu'elle ne peut pas être la seule pilote de la destination des terres qu'on lui préserve et qu'on lui libère. Et donc, on doit pouvoir partager ensemble, d'égal à égal, un discours politique fort sur oui, nous avons besoin de terres agricoles, de surface dédiées à l'agriculture, etc. Mais non, la destination de ces terres et leur contenu ne peut pas être dédié à la seule profession agricole. Nous avons un droit de regard sur cette question-là qui pèse directement, tu viens de le mettre en évidence, très fortement sur les questions environnementales et sur les capacités et ressources qu'on a dans notre territoire pour agir et être proactifs sur l'environnement. Ça veut dire que nous devons accepter et faire accepter d'être présents en tant qu'élus dans toutes les instances où se dessine l'avenir de l'agriculture et pas seulement être sollicité lorsqu'il s'agit d'aménagement et ou de soutien financier. Et donc, on doit participer à parts égales au destin de l'agriculture sur notre territoire de la même manière qu'on y travaille sur l'économie, sur le tourisme, sur d'autres choses. Il n'y a rien de non naturel là-dedans. Mais il y a une histoire qui fait qu'à un moment donné, pour des raisons qui sont légitimes et sont liées à l'histoire, la profession agricole a pris la main sur un certain nombre d'éléments. Et il me semble qu'aujourd'hui, la solution n'est pas juste unilatérale à entendre ses besoins et ses demandes, mais aussi qu'elle accepte que nous partagions l'avenir et la destinée de l'occupation des sols que nous dédions et protégeons pour l'agriculture, et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi non plus, que nous avons notre mot à dire là-dessus aussi en tant qu'élus. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve cet équilibre-là très tranquillement, sans aucun tabou et sans aucune enflammade de débat quel qu'il soit. Et c'est dès lors qu'on aura calé notre feuille de route en avril, mon bâton de pèlerin pour aller trouver les responsables professionnels des chambres consulaires, des syndicats, etc., professionnels, visera à ce que de la même manière que nous faisons l'effort entre nous de travailler au-delà de nos frontières, nous fassions l'effort avec les professions de travailler au-delà des frontières corporatistes et que nous puissions travailler ensemble pour l'avenir de l'agriculture et pour l'avenir de nos territoires. Ce n'est pas du tout incompatible. Voilà. Je voulais dire ce message politique parce que j'entends parfois il faut nous protéger, nous préserver, etc. Pas que les agriculteurs, hein, les commerçants, etc. Et donc nous aurons à travailler avec les différents corps professionnels pour que cet avenir qu'on est en train de tracer, si on les sollicite aujourd'hui, c'est pour qu'il soit commun, mais qu'on ait une co-organisation, en tout cas un échange pour gérer la destinée de tout ce qu'on travaille et qu'on structure à l'échelle, chacun étant responsable dans sa fonction et dans sa profession, bien entendu. Mais on a besoin de ce travail-là. Je suis malheureux, c'est un exemple, c'est un critère, quand une personne qui veut élever les chèvres ou faire du maraîchage est obligée d'écrire à 600 communes pour savoir où elle peut s'installer pour trouver 2 hectares. Enfin, quand même, on est au XXIe siècle, avec des structurations extraordinaires. Si on laisse ces gens-là aller chercher toutes les communes une derrière l'autre pour aller trouver un terrain, organisons-nous. Si on n'arrive pas à trouver 2 hectares ou 4 hectares pour faire du maraîchage, alors qu'est-ce que ça veut dire que de préserver des terres agricoles dans le scope? Voilà. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille sur ces questions-là si on veut que circuit alimentaire, préservation de l'environnement, production d'énergie, on peut se poser des questions sur un certain nombre de dizaines d'hectares préservés pour nourrir les méthaniseurs. Il faut qu'on réfléchisse à cette production énergétique aussi. À quoi servent les terres? On est sollicité pour les tas de champs solaires. Il y a des connexions sans arrêt avec la profession agricole. Et il faut qu'on y travaille ensemble et pas qu'on soit dans une logique de négociation, mais dans une logique de co-construction. Voilà ce que je voulais donner comme message politique par rapport à ce débat d'orientation budgétaire pour vérifier qu'on est en phase là-dessus et qu'on le fasse dans le respect des uns et des autres, mais en même temps que la détermination de faire bouger les choses à terme, parce qu'il faut que ça bouge. Attends, on ne t'entend pas avec le masque, excuse-moi. Et puis fini après. C'est en plus une nécessité parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet commun. C'est la ressource en eau et la gestion de l'eau. Merci, Philippe. Si on peut passer le micro.
sur ton intervention, Denis, rassurez-vous, le monde agricole saura s'adapter aux besoins de la population de nos territoires. La question du maraîchage, pourquoi jusqu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à apporter du maraîchage? Tout simplement parce que la profession gagne difficilement sa vie. Il faut le savoir. Le problème majeur à l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas, la diversification dans les exploitations, on sait la faire. S'il y a de l'argent à gagner en développement de maraîchage dans nos exploitations, nous saurons le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, il est là. Il n'est pas d'aller contraindre et d'aller imposer au monde agricole telle parcelle doit être, comme tu viens d'évoquer quand même, de façon assez claire, doit être conservée pour le maraîchage. Oui, il y a des terres qui sont très bien propices au maraîchage. On les connaît, il y en a sur le Lillois, c'est des terres sableuses, c'est des terres noires. Ça, c'est des choses qui peuvent être mises en avant. Mais on ne peut pas imposer au monde agricole ce qu'il doit faire. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener les moyens pour qu'ils aient envie d'y aller, tout simplement. Tout à fait. Merci Philippe. Et je vais revenir aussi sur la... Juste sur ce point-là pour terminer, d'où l'importance aussi de se battre ensemble pour une plateforme de distribution commune qui accentuera la plus-value finale. C'est un domaine que je connais particulièrement bien, puisqu'on avait réfléchi au niveau de notre coopérative, puisqu'on avait envisagé justement de monter une plateforme de logistique, parce que bien évidemment, la problématique pour fournir les collectivités, c'est ça, c'est rassembler la production des producteurs pour arriver à amener des apports réguliers et constants. Et là, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qu'on avait réfléchi au début du PRT, il y a 2 ans, au niveau de l'ERP, et qui n'a pas été abattu jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, merci. En tout cas, c'est dans cette convergence-là qu'on va essayer de travailler. Je vous propose qu'on aborde le dernier point sur la question des solidarités financières, que Pierre en profite, qui reprend la parole, pour vous résumer les grandes lignes de ce qu'on vient de vous proposer. Et je vous confirme que nous tiendrons l'horaire de 11h, puisque nous avons privilégié le travail sur les sujets de prospection budgétaire et que nous terminerons par un point rappel sur le calendrier et les ateliers participatifs. Voilà, à toi Pierre. Merci. Donc, le thème des solidarités financières, chacun peut l'interpréter à sa façon. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore travaillé dessus. Nous allons commencer vendredi prochain, Président. Simplement, ce que nous voulons analyser avec ce point particulier, c'est d'avoir un partage des informations financières avec une possibilité de mutualisation de ressources humaines, moyens d'ingénierie, mais également la mise en place de fonds d'investissement communs qui pourraient nous aider notamment dans la transition énergétique. Alors pour cela, nous aurons besoin d'avoir l'intégralité, beaucoup d'informations et nous trouverons un assistant à maître d'ouvrage pour pouvoir faire le travail. Je rappelle que la solidarité financière elle existe déjà à l'intérieur du SCOT, puisque depuis 2017, la cotisation de chaque interco, pour chaque collectivité qui participe, il y a le critère population, le critère revenu moyen par habitant et le critère potentiel financier agrégé de chacun des EPCI. Donc, il y a déjà un modèle de solidarité financière qui est fait à ce niveau-là. Nous verrons à la suite de l'étude qui sera faite, du partage et de ce que nous pourrons valider ensemble, quelles seront les solidarités financières à mettre en place. C'était juste un tout petit point. Par contre, on vient de vous donner la feuille de route de la multipôle pour l'exercice 2021. Je vais en quelques mots récapituler les prévisionnels de dépenses, quels sont en investissement, en fonctionnement, et quelques recettes, bien sûr, en face. Tout d'abord, la révision du SCOT, nous avons prévu 190 000 €. Bien évidemment, les années suivantes, il y aura encore à mettre de l'argent, mais nous le verrons et nous l'avons dit sur le prévisionnel 2022-2023 quand nous aurons fini notre feuille de route complète ici. Développement économique, l'étude des tiers-lieux, c'est 30 000 € qui est prévu. Pour les mobilités, c'est 65 000. Pour les énergies renouvelables, 50 000. Et je crois que Chénès avait déjà dit, pour la transition alimentaire, 40 000, ce qui nous ferait en dépenses d'investissement 2021, 375 000 €.
En fonctionnement, pour la révision du SCOT, vous aurez des actions de communication, vous aurez du conseil juridique, vous aurez des petites études complémentaires. Et il est prévu là, en fonctionnement, 25 000. De même que pour la qualité d'urbanisme, le CAUE, nous avons prévu 10 000 euros. Et la coopération interscot, c'est les diverses participations aux réunions, 5 000 euros pour l'essentiel, peut-être une cotisation, si mes souvenirs sont bons ou justes ou faux. Transition alimentaire, nous mettons 5 000 euros, notamment pour la recherche de qualité des sols. Pour la mission d'AMO, solidarité financière, telle que je viens de le dire très succinctement, 30 000 euros. Et puis, je rappelle que l'année dernière, simplement que vous le sachiez, vous avez tous pris en entrant le guide du routard, nous avions mis 50 000 euros, une belle opération qui permet à tout à chacun d'avoir aujourd'hui un guide de ce qui se passe dans notre secteur. Total, donc des dépenses de fonctionnement 75 000. Et à la suite de cela, nous aurons des dépenses pour le personnel, prévues 310 000 euros. Et la gestion d'établissement, c'est les loyers, c'est les fournitures, c'est les déplacements, c'est les adhésions. Le tout pour 188 000. Je vais juste en dire un mot si tu veux bien, Pierre, pardon de compléter. Ah, mais... juste sur l'équipe. Donc, on passe d'une équipe de 5 à une équipe de 6. Vous voyez que ce n'est pas la révolution en nombre, qui nous permet en même temps que de l'augmenter, de la réorganiser autour des principales missions, avec un chef de projet urbanisme du SCOT, un chef de projet transition, un chef de projet de mobilité, un chargé de mission SIG et l'assistant de direction et directeur. Et pour la partie financière, nous l'avons dit, nous allons nous appuyer pour l'instant sur un assistant maître d'ouvrage. Et on vous proposera en DOB l'an prochain une structuration pluriannuelle de l'équipe pour répondre aux enjeux que vous aurez décidés. Pour l'instant, on est encore une fois en transition, on avance juste d'un poste et nous sommes en train de recruter un poste mobilité. Donc, n'hésitez pas à le dire aussi autour de vous pour qu'on ait le maximum de candidatures. Voilà. Je laisse terminer, Pierre, avant que nous passions au vote des orientations. En résumé, donc, vous aurez 948 000 de dépenses d'investissement et de fonctionnement. Et je rappelle qu'il faut ajouter à cela les dépenses d'amortissement qui sont liées aux études du SCOT, qui sont d'environ 200 000 euros. C'est un point sur lequel on retravaillera parce que ça nous pose un certain nombre de problèmes. En recettes, eh bien, nous aurons les recettes du syndicat, des intercommunalités, environ 720 000 euros. Puis des aides de l'État pour 50 000, de l'ADEME pour 63 000, et nous récupérerons de la TVA pour 15 000 euros, ce qui fait 128 000 de recettes d'investissement, ce qui nous permet d'équilibrer notre budget prévisionnel 2021, qui n'est encore pour le moment que par grande masse, mais qui va être détaillé pour le mois prochain. Merci beaucoup Pierre, merci à tous. Je vous propose donc de voter sur ces orientations budgétaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de ces orientations qui vont nous permettre de structurer définitivement le budget, sur lequel on ne passera pas trop de temps la prochaine fois, puisqu'on a passé les grandes lignes, et on se focalisera essentiellement sur les grandes lignes de la feuille de route qui traduisent tout notre débat d'aujourd'hui et les travaux des commissions. Je vous demande en 1 minute de délibérer 3 délibérations très formelles. Vous avez tout le texte dans le document d'origine, mais je vais vous faire grâce de la lecture des quelques pages sur l'adhésion aux missions facultatives du centre de gestion. Et je vais vous proposer que nous adhérions donc dans ces missions au centre de gestion, mais le nombre de pages est quand même important. Heureusement que vous ne les lisez pas toutes. Notamment, je vous propose donc d'adhérer au forfait santé, au forfait de base, bien sûr, au forfait santé, à la gestion des dossiers d'assurance statutaire, à la gestion des dossiers d'assurance risque prévoyance et à la convention générale d'utilisation des missions facultatives et ponctuelles du centre de gestion, je vous propose de ne pas ouvrir le débat sur ces questions-là, ça me semble un peu décalé avec ce qu'on a, mais je vérifie quand même s'il y a des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose d'adhérer, comme vous l'avez fait beaucoup d'entre vous probablement, au mouvement de commande complémentaire santé qui devient obligatoire, et donc je vous propose d'y adhérer et de charger le centre de gestion, lancer des appels d'offres ensuite pour tout ce qui est pour notre compte et les conventions d'assurance
auprès des organismes qui auront été retenus. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose enfin de désigner à la SPL Gestion Locale un représentant de notre structure et je demande s'il y a un candidat pour nous représenter à cette SPL. Sans le désigner. Pierre, voudrais-tu être candidat à cette noble représentation? Je vous propose que Pierre Boileau nous représente à l'Assemblée générale de la SPL Gestion Locale. Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose de passer les 5 dernières minutes à la présentation, à la reprise de parole par nos deux vice-présidents Scott Aménagement pour remettre le projecteur sur les ateliers qui démarrent ce mardi. Je passe la parole à Odile Begormer et puis vous avez la parole. Donc voilà, vous avez à nouveau sous les yeux en fait les thématiques, la totalité des horaires, la totalité des grands enjeux en fait que l'on veut voir abordés. On est sur effectivement un rythme, je le rappelle, important. Vous avez raison sur les horaires, mais à un moment donné, il fallait qu'on trouve un équilibre entre puisqu'avec Philippe, tout le monde sait qu'on est aussi en activité professionnelle, donc ça ne nous arrange pas forcément non plus les horaires qui ont été proposés. Mais il y a un moment donné, il faut qu'on fasse avec les agendas de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande aussi un petit effort. Et l'effort, il est surtout, je le rappelle, nous le rappelons, essayer au maximum de demander, y compris à des personnes qui ont besoin à un moment de participer, de comprendre. On est vraiment dans des ateliers où c'est des questionnements, où on a besoin en fait de comprendre les attentes d'un territoire, et ce n'est pas forcément les attentes classiques dans ces webinaires qu'il faut avoir. C'est aussi des personnes qui n'ont jamais participé aux travaux d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, d'un schéma de cohérence territoriale, et qui vont nous amener aussi à avoir une autre vision avec leurs questionnements, avec leur vision, avec leurs besoins en fait d'aménager peut-être différemment en fait certains quartiers, alors qu'on est peut-être un peu trop devenus des experts, ou en tout cas avoir le sentiment en fait qu'on est devenu. Et ça fera du bien aussi d'être un petit peu bousculé et d'avoir d'autres visions que la vision classique, dont on a l'habitude de s'entendre les uns avec les autres. Donc n'hésitez vraiment pas à faire la promotion de ces webinaires avec du présentiel potentiel. Vous voyez, on s'est aussi lancé dans une aventure en fait de s'assurer que les personnes à l'autre bout de leur ordinateur et les personnes qui seront en salle, chaque parole, chaque vision, en fait, on en tiendra compte. Donc, on essaye au maximum de pouvoir répondre et de pouvoir intégrer en fait les personnes qui ont besoin, qui ont envie, et que vous allez nous trouver aussi de façon importante pour participer à ces webinaires. Merci beaucoup, Odile. En gros, et très concrètement, en partant dans la bagnole, vous me dites les 3 ou 4 visages que j'ai sur mon territoire qui doivent nécessairement être sur chacune de ces thématiques, parce qu'il a quelque chose à dire dans le domaine, parce qu'il y a un peu poil à gratter sur le domaine, parce qu'il a des propositions intéressantes et innovantes, et simplement parce qu'il s'intéresse à ce domaine, qui n'est pas forcément dans nos créneaux habituels de repérage des gens qui nous représentent. On n'est pas en représentation, mais en participation à ce moment-là. Je termine en vous disant que vous avez sur le point 6 l'information sur les 6 délibérations prises en bureau au titre de la délégation que vous avez faite au bureau en matière de gestion de la multipole. Je souhaite vous remercier d'avoir pris ce temps ce matin. On sait que les samedis sont très chargés dans cette période de couvre-feu. Merci d'avoir pris le temps. Au 10 avril, pour délibérer, alors là, politiquement et stratégiquement, de la feuille de route qui prendra et qui complétera les travaux des groupes et des commissions par toutes les remarques et les suggestions qui ont été faites aujourd'hui. Et à très bientôt donc, pour en fixer
le cadre pour les années qui viennent. Merci, bon retour et à bientôt. Merci.